Et si nous parlions un peu de la biodiversité, deux échelles de biodiversité, qu'est-ce que cela signifie? On peut se poser une question, les écosystèmes, dynamique, biodiversité. En quoi les écosystèmes et leur dynamique, alors il faudra savoir ce que c'est que la dynamique d'un écosystème, savoir évidemment ce que signifie écosystème. Donc en quoi les écosystèmes et leur dynamique reflètent-ils un certain aspect de la biodiversité? Quand on parle de biodiversité, on pense à la vie. On pense évidemment à la diversité de la bio, c'est-à-dire de la vie, puisque bio signifie vie. Donc nous vivons sur une planète, notre planète Terre, on l'appelle la planète bleue. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'océans. Dans ces océans, il y a une grande diversité biologique, donc des animaux, du plancton, etc. Alors côté plancton, il y a le côté végétal, le côté animal, ça c'est une petite parenthèse. Ce sont des organismes plus ou moins microscopiques. Donc on parle de biodiversité, on peut parler aussi des endroits en montagne. Par exemple, biodiversité au niveau des montagnes, biodiversité ou écosystème montagnard. On peut parler de biodiversité au niveau du littoral aussi, etc. Bon. Donc écosystème, que signifie écosystème? Système éco. Éco, ça fait penser à écologie, par exemple. Écologie, ce qui se rapporte un petit peu avec la nature. Bon. Un système écologique. Bon. Un écosystème. Dynamique, ça veut dire que quelque chose va bouger. Il va y avoir des actions qui vont se faire. Alors comment, de quelle façon est-ce qu'on peut parler, en quoi est-ce qu'on peut parler de dynamique d'un écosystème? Biodiversité, écosystème, dynamique, voilà. Donc il va falloir définir un petit peu ce que signifie tout cela. Alors de manière très simple, nous n'allons pas développer en détail. Alors nous allons traiter le sujet sous deux aspects. Déjà essayer de voir au niveau biodiversité, écosystème, espèces, donc essayer de mettre en évidence la biodiversité des écosystèmes et des espèces. Donc biodiversité des écosystèmes et des espèces. Ça veut dire qu'il y a une biodiversité des espèces et biodiversité des écosystèmes. Bon, ça paraît compliqué tout ça. Ça, ce sera un premier axe de travail. Deuxième axe de travail, ce sera essayer de, puisqu'on a parlé de dynamique, eh bien de mettre en évidence au niveau des espèces qu'il y a une dynamique. Une dynamique à quel endroit? Eh bien, les espèces se situent chacune dans un cycle, dans une chaîne que l'on appelle la chaîne alimentaire. Alors, où il y a des gagnants, des perdants, bon, évidemment, végétariens, carnivores, etc. Et donc, on parle d'écosystèmes. Dans ces écosystèmes, il y a des espèces, et parmi ces espèces, il y a une certaine dynamique. Alors, on pourra parler non seulement de dynamique entre les espèces, mais également on pourra parler de dynamique au niveau de l'environnement également. D'où la notion de biotope et de biocénose. Il faudra définir ces deux éléments-là. D'ailleurs, commençons par définir ce que signifie biotope et biocénose. Alors, diversité des écosystèmes en France. Par exemple, on peut prendre des emblèmes. Par exemple, la Camargue, ça peut être autre chose. Bon. Et au niveau de chaque écosystème, dont la diversité est évidente, non seulement la diversité au sein de l'écosystème, mais également entre écosystèmes. Si par exemple on prend un lac, il y a un écosystème à l'intérieur de ce lac et autour de ce lac. Si on prend un océan, c'est encore différent, parce que dans le lac, si on prend un lac, par exemple, l'eau, c'est de l'eau douce, et les êtres vivants qui vivent dans l'eau douce ne sont pas les mêmes que ceux qui vivent dans l'eau salée. Bon, c'est un exemple. Si on prend au niveau d'un littoral, par exemple au bord de la plage, etc., lorsque les rochers se découvrent, il y a donc des algues, des crabes, etc. Et c'est bien différent de ce que l'on peut trouver par exemple en montagne. Donc un écosystème montagnard sera différent d'un écosystème du littoral. Bon. Chaque endroit a son écosystème à petite et à grande échelle. Un écosystème va donc correspondre avant tout à deux choses importantes, ce que l'on appelle le biotope et la biocénose.
Ça veut dire quoi? Un écosystème correspond au biotope, milieu de vie aux conditions physico-chimiques précises. Donc, bien se souvenir que le biotope, c'est le milieu de vie. On ne parle pas des espèces, mais on parle du milieu dans lequel on vit. Si par exemple vous prenez une fourmi, elle vit sur un sol, elle vit dans de la terre, elle construit des choses dans la terre, etc. Eh bien, cet environnement correspond à ce que l'on appelle le biotope. Et on parle également de biocénose. Alors vous avez compris que si on a parlé de biotope, ce sont les conditions physico-chimiques, donc physiques et chimiques à la fois. Eh bien la biocénose, c'est ce qui correspond à tous les êtres vivants qui vont correspondre à un biotope particulier. Donc tous les êtres vivants qui composent la biocénose, donc qui sont dans un écosystème en fait, et qui vont évidemment interagir entre eux. Donc comment se souvenir de biotope, biocénose? Bien, en premier, par exemple, je vous ai dit biotope. Bon, bah, biotope, ça peut faire penser aussi un petit peu à topologie, par exemple. La topologie, c'est l'aspect de la surface de la Terre. Bon, bah, alors pourquoi pas biotope, conditions physico-chimiques. Donc biocénose, eh bien, c'est ce qui reste, c'est-à-dire les êtres vivants. Bon, voilà. Donc la météorologie, le climat, vont intervenir évidemment sur les conditions physico-chimiques et donc sur le biotope évidemment, et donc les conséquences seront évidentes au niveau de la biocénose. Alors, en France, donc en métropole, il y a des grands écosystèmes. Alors nous allons parler un petit peu, nous allons discuter un petit peu tout à l'heure d'un écosystème montagnard, et puis on prendra un exemple d'un écosystème littoral pour comparer un petit peu les deux. Mais là pour l'instant on peut essayer de, globalement, si on regarde les choses au niveau de la France, donc on voit, donc il faut se trouver une carte de France évidemment, où on représente les différents écosystèmes. Alors par exemple sur le document qui est devant moi, je vois au niveau de la France beaucoup de roses. Et ce rose, si je regarde dans la légende, ça correspond à des écosystèmes cultivés. Écosystèmes cultivés. Ça peut vouloir dire quoi? Cultivé, on pense à culture. Si on pense à culture, on pense aux agriculteurs. Et si on pense aux agriculteurs, on pense évidemment à des champs, à de l'agriculture. Le système agricole, ce sont des champs, par exemple, qui sont labourés, semés, et au niveau desquels, par exemple, du blé va pousser, donc un champ de blé, un champ de maïs, d'avoine, d'orge, etc. Donc c'est ce que l'on voit en rouge, il y a une très très forte proportion d'écosystèmes cultivés. Alors est-ce que l'on peut parler d'écosystème lorsque l'on parle d'agrosystème? Est-ce qu'un agrosystème est un écosystème? Bien, on pourrait dire qu'un agrosystème, c'est un écosystème un peu particulier, dans le sens où il est exploité par l'homme. Alors donc, il va dans ces écosystèmes s'installer une biodiversité provisoire qui va durer par exemple l'espace d'une saison. Bon. Ensuite, les choses vont changer de saison en saison. Bon, ce sont des écosystèmes qui correspondent à des agrosystèmes en fait, mais qui sont dont la variabilité et la fréquence de renouvellement est importante. Mais du coup, on est loin de l'écosystème naturel dans lequel s'établissent donc des relations, des chaînes alimentaires qui permettent la stabilité de cet écosystème justement au niveau biotope et biocénose. Biotope, vous pensez conditions physico-chimiques, biocénose, les êtres vivants à l'intérieur de l'écosystème. Ensuite, ce qui apparaît important également au niveau des zones correspondant à des écosystèmes, c'est ce que l'on voit en vert et qui correspond à des écosystèmes forestiers. Donc forestier, ça veut dire qu'il y a beaucoup de forêts. Dans nos forêts, eh bien, il y a quoi? Il y a par exemple des cerfs, des biches, des chevreuils, hiboux, etc., etc., des souris, des fourmis, etc. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de végétaux également. Donc voilà, donc si on regarde à l'échelle de la France, hein, les écosystèmes forestiers sont relativement importants, mais ne sont pas aussi importants que les écosystèmes cultivés. Alors,
Ensuite, troisième chose, on voit du bleu. Bleu, ça fait penser à la mer, les océans, etc. Eh bien, effectivement, au niveau des côtes, on voit ce que l'on appelle des écosystèmes maritimes. Alors, maritime dans le sens général, maritime, c'est-à-dire qu'il va y avoir une ligne de transition entre un océan, par exemple, et la Terre, et le continent, on va dire. Ensuite, il y a beaucoup de jaune correspondant à des écosystèmes montagneux. Alors évidemment, montagne, on pense aux Alpes, au Massif central, aux Pyrénées. Donc on ne voit pas de massif d'écosystèmes montagneux en Normandie, par exemple, ou du côté de Paris, etc. Il faut aller pour ça dans les endroits où il y a des montagnes. Alors on nous représente, au niveau d'un écosystème montagnard, on va dire, dont nous allons parler un petit peu tout à l'heure, un petit peu plus en détail. On nous représente par exemple une marmotte et puis un chamois. Eh bien, ce sont deux espèces qui sont assez caractéristiques, donc qui sont emblématiques, on va dire, de l'écosystème montagneux, ou on peut dire montagnard également. Bon. Marmotte, chamois sont des espèces animales emblématiques des Alpes, donc on trouve dans les Alpes. Ensuite, on nous présente donc deux autres espèces emblématiques au niveau d'un endroit que l'on appelle la Camargue, et ce sont les flamants roses et des chevaux, donc emblématiques de la Camargue. Alors tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, il y a également un écosystème littoral qui est en bleu, en jaune je veux dire, et là la Camargue correspondrait à cet écosystème littoral. Bon, littoral, maritime, hein, c'est un petit peu pareil, hein, il y a quelques petites différences. Littoral, c'est plus à l'intérieur des terres, maritime, c'est plus en contact avec les océans ou la mer, par exemple. Mer Méditerranée, par exemple, océan Atlantique ou la Manche. Bon. Donc voilà, pour présenter un petit peu ce que signifie donc une biodiversité, une diversité des écosystèmes et des espèces. Donc si on voulait faire un petit résumé de cette page, ce serait, bon, en France, il y a différents types d'écosystèmes qui ont plus ou moins d'importance et au niveau desquels on va retrouver un biotope particulier. Par exemple en montagne, le biotope, bon, il fait froid, il y a de la neige, les conditions sont assez rigoureuses en hiver, etc. Et il faut des êtres vivants, par exemple chamois, marmottes, qui s'adaptent à ces conditions, donc à ce biotope particulier. Autrement dit, une certaine biocénose va s'adapter à un certain biotope. Si on prend au niveau, donc ça c'était pour l'écosystème montagneux, pour un écosystème littoral, donc qui s'oppose, pas qui s'oppose, mais qui complète un petit peu l'écosystème maritime, en fait, dans ce sens que le littoral, c'est un petit peu plus dans les terres. On prend l'exemple de la Camargue avec des animaux emblématiques, par exemple flamants roses et chevaux, qui vont s'adapter à un environnement, donc un biotope particulier, au niveau duquel les conditions physico-chimiques sont un petit peu spéciales. Ensuite, on parle de dynamique. Alors, que signifie dynamique? Essayons de mettre en évidence une dynamique des espèces dans un écosystème particulier. Imaginons par exemple une forêt. Alors, il existe souvent des feux de forêt, surtout, notamment en été. Donc, il y a des endroits qui sont propices pour ça. Par exemple, le massif des Maures, dans le Var, peut subir l'action des flammes, et de ce fait, donc ces flammes, évidemment, ces incendies vont causer des dégâts relativement importants. Alors, au niveau des forêts, mais s'il y a trop d'habitations, s'il y a des habitations qui sont proches des forêts, évidemment, la population est mise en danger également. Notamment en 2003, donc en juillet, il y a des feux qui ont ravagé le massif des Maures. Ils ont détruit un certain nombre d'hectares, un petit peu moins de 20 000 hectares en forêt. La végétation a pratiquement quasiment brûlé et il y a beaucoup de chênes-lièges dans cette forêt, dans ce massif des Maures, des châtaigniers, des pins, donc qui ont été en partie détruits. Alors pas détruits entièrement, mais
simplement brûler, si par exemple il y avait beaucoup de feuilles, imaginons on prend un chêne-liège, bon, il y a des feuilles évidemment, l'incendie a détruit les feuilles, détruit une partie des branches, de l'écorce, etc. Mais il a subsisté quand même des petites choses qui ont fait que, à partir de juillet 2003, à partir de 2004 plutôt, cette strate arborescente, c'est-à-dire qui correspond à des arbres en fait, la strate des arbres, qui s'oppose entre guillemets à la strate herbacée, qui sera plutôt au niveau du sol, correspondant à des herbes. Donc en 2003, donc, il y a une destruction de la strate herbacée et de la strate arborescente. Donc ils ont brûlé, donc ces strates ont brûlé à différents degrés, mais pas entièrement. Donc l'incendie n'a pas détruit entièrement l'ensemble. Alors localement, et sur une échelle de temps assez courte, oui, bien sûr, les herbes ont été détruites, les branchages aussi, mais tout doucement, la vie a repris. Donc la strate herbacée a commencé à se développer dès novembre 2003, si bien qu'en 2004, on se retrouvait avec une strate herbacée relativement importante, et alors que la strate arborescente n'avait pas encore tout à fait retrouvé son ardeur. Ce qui est devenu le cas en 2006, où les deux strates, en fait, herbacée et arborescente, ont retrouvé leur dynamisme, ou un certain dynamisme. Donc il y avait des bourgeons qui étaient en sommeil, qui ont su résister, et comme la sève à l'intérieur des arbres continue à circuler, en fait, et n'a pas été, puisque les troncs, les branches n'ont pas été détruits en totalité, eh bien la sève a pu faire en sorte que la vie reprenne son sens, du moins de manière relativement importante suite à l'incendie. Donc il y a eu ce que l'on appelle une reconquête du massif des morts par les végétaux suite à un incendie qui a eu lieu en 2003. Donc si bien qu'aujourd'hui on retrouve donc un écosystème qui a retrouvé une allure relativement importante. Alors si on regarde un petit peu au niveau de cette reconquête, la faune a repris ses droits. On prend l'exemple de certains oiseaux. On prend des oiseaux, par exemple, on prend la fauvette passerinette. Elle cherche des insectes dans les buissons et la cime des arbres. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire? Par exemple, en juillet 2003, tout a été détruit. Eh bien, une partie des fauvettes, évidemment, a été détruite également. Ensuite, la renaissance a eu lieu, tout doucement, si bien qu'en 2007, par exemple, on se retrouve avec un nombre relativement important de fauvettes passerinettes. Il en a été de même pour les mésanges charbonnières et les bruants ortolans, qui ont été en grande partie détruits. Le nombre d'individus a diminué fortement. Certains ont survécu et ont pu, au fil du temps, par exemple à partir de 2007, ont pu recoloniser le massif des morts et donc retrouver, cette faune spéciale au niveau des oiseaux a retrouvé donc son ardeur pratiquement initiale. Bon, voilà, on pourrait dire beaucoup de choses encore. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu des écosystèmes montagnards, juste pour symboliser un petit peu le cours. Alors, on a dit qu'il existe différents types d'écosystèmes. Présentation d'un écosystème montagnard. Qu'est-ce que l'on peut dire d'un écosystème montagnard? Alors, si j'agrandis un petit peu mon document, pour mieux voir évidemment, on nous parle de délimitation et de définition et délimitation de la montagne en France. Alors, ce que je vais dire, c'est extrait de UICN, panorama, écosystème montagnard, etc. Donc, se référer au site de l'UICN en tapant uicn.fr, etc. Et vous allez vite retrouver les documents dont je vous parle. Donc la montagne, elle est composée d'une grande variété de milieux qui diffèrent selon l'altitude et le relief. On peut avoir des prairies, des pelouses naturelles, des pâturages,
des forêts également, des lacs et des zones humides, des landes et des broussailles de montagne, des falaises, des rochers, des éboulis, des formations volcaniques quelquefois, des glaciers, des neiges éternelles, etc. En France, il y a deux délimitations officielles des montagnes qui se superposent. Il y a des zones dites de montagne et les massifs au titre de la loi montagne entre guillemets. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, hein, voilà. Maintenant, la loi montagne a défini 9 massifs en France. Alors, il y a le massif, alors 9 massifs, 6 massifs métropolitains et 3 massifs ultramarins. Alors, métropolitains, on a les Alpes, le Massif central, les Vosges, le Jura, la Corse et les Pyrénées. Donc elles englobent non seulement des zones de montagne, mais aussi les zones immédiatement adjacentes aux montagnes. Et les massifs ultramarins, donc c'est plutôt la Martinique, Guadeloupe, la Réunion, qui comprennent uniquement des zones de montagne. La superficie est relativement importante, nous n'en parlerons pas ici. Quelles sont les caractéristiques de la montagne française? Eh bien, bon, il y a plein de choses à dire, évidemment, on va simplement se limiter à citer les étages. Il y a ce que l'on appelle l'étage collinéen, qui va de 500 mètres à 1100 mètres, où la faune et la flore sont semblables à celles des plaines qui sont situées pas très loin, donc on dit de plaines limitrophes. Ensuite, un petit peu plus haut, donc lorsque l'on monte, on a l'étage montagnard qui va de 1100 à peu près 1700 mètres, où les forêts mixtes de résineux et d'arbres à feuilles caduques dominent. Alors les feuilles caduques, ce sont des feuilles qui tombent à l'automne. Alors l'étage subalpin, qui va de 1700 mètres à 1400 mètres, il est caractérisé par la présence de forêts de résineux et d'alpage, qui sont, donc on parle de terrains d'estive en fait, et dans sa partie la plus haute, celle de bosquets et d'arbustes. Et ensuite, encore plus haut, donc de 2400 à 3000 mètres, on a l'étage alpin, qui est marqué par la pelouse alpine. Donc les conditions vont nettement changer dans le sens où il fait beaucoup plus froid. Et enfin l'étage nival, à partir de 3000 mètres, c'est le domaine des neiges éternelles et des rochers, où avec des lichens fleurissent la renoncule des glaciers et l'androsace alpine. Donc vous voyez, là on a par exemple une biocénose un peu particulière pour un biotope un peu particulier. Voilà. Bon, après, il y a encore plein de choses à dire. On pourrait parler au passage de l'Edelweiss, la fameuse Edelweiss. Bon. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on peut faire... Donc, quels sont les biens et services écologiques fournis par les montagnes? Bon, encore une fois, il faudrait lire les choses. On a service de support aux fonctions écologiques des écosystèmes, avec un service de régulation en lien avec le service d'approvisionnement et services culturels, et l'ensemble en lien avec bénéfices matériels et non matériels pour le bien-être humain. Ensuite, on pourrait parler du cycle de l'eau également. En montagne, évidemment, on a ce qu'on appelle des glaciers, des torrents. Bon, les précipitations vont faire en sorte que les ruissellements, quelquefois, sont très importants. Et lorsque plusieurs rivières vont converger vers un endroit spécial, on peut avoir évidemment en aval, c'est-à-dire plus vers le bas, des inondations, ou du moins des fleuves qui vont gonfler et pouvoir inonder certaines zones quelquefois. Donc on a dans les montagnes évidemment des précipitations neigeuses, des neiges éternelles, des cascades, torrents, des glaciers, des vallées glaciaires, des lacs de barrage, etc. Bon, on pourrait parler encore de beaucoup de ces choses-là. Il y a également une photosynthèse, production de biomasse et de cycle des éléments nutritifs dont nous ne parlerons pas, mais tout cela est très important. Vous référez au document pour essayer de comprendre. La biodiversité en montagne est également très spéciale puisqu'on a un biotope particulier et donc une biocénose particulière. Donc à l'échelle planétaire, les écosystèmes montagnards abritent 25% de la biodiversité terrestre connue et la moitié des points chauds de la biodiversité, qui sont les 34 zones géographiques qui contiennent moins de 1500 espèces végétales endémiques, soit au total 50% des plantes vasculaires mondiales. Bon, en France, 30% de la superficie montagnarde est concernée par les mesures de protection et de gestion
à dominante environnementale, donc 7 à 10 parcs nationaux sont situés en zone de montagne. La biodiversité montagnarde se caractérise par la grande diversité des écosystèmes qui résulte de la variété des conditions auxquelles ils sont fournis. Leur composition varie en effet selon la position dans les étages alpins, donc dans les étages montagnards, et leur exposition à l'ensoleillement, au vent ou encore au régime de précipitation reçu sous forme de pluie et de neige. Donc là évidemment on parle de biotope, c'est-à-dire on parle des conditions physico-chimiques. Ces conditions en général sont très difficiles, elles rendent les écosystèmes fragiles et sensibles, donc la biocénose particulière va subir donc des conditions particulières au niveau du biotope. Donc vulnérabilité est encore accentuée par les phénomènes naturels qui vont ponctuer la vie de la montagne, par exemple des avalanches, des glissements de terrain, des éboulements, et aussi par la pression permanente qu'exercent sur eux les agents d'érosion. Donc ce que l'on appelle le biotope, donc les conditions physico-chimiques sont très rudes, il faut vraiment une biocénose particulière pour s'adapter à ces environnements. Bon, maintenant on peut parler d'espèces emblématiques, par exemple on peut citer l'aigle royal, le gypaète barbu, le bouquetin, le campagnol des neiges, le chamois, le lièvre variable, le lynx, la marmotte, l'ours, le grand tétras. Bon. Les plantes de montagne présentent des adaptations également morphologiques et physiologiques aux conditions extrêmes du milieu, évidemment. Par exemple, il faut des plantes qui résistent au froid et aux excès de lumière, puisqu'on est plus en hauteur, quelquefois, la lumière y est très dense. Les plantes de petite taille sont aussi courantes à l'étage alpin, avec un appareil racinaire pivotant très développé pour s'ancrer solidement et favoriser la nutrition hydrominérale. Bon, voilà. Alors, les écosystèmes sont vulnérables, évidemment, il faut les protéger. Il y a encore beaucoup de choses à dire. On pourrait parler de la formation des sols également. On pourrait parler des services d'approvisionnement, par exemple le bois, etc. Bon, je voulais vous parler du littoral. Je pense que nous n'allons pas le faire dans ce cours-là. Je vous invite à aller regarder le document. Un document un peu spécial concernant le panorama des services écologiques fournis par les milieux naturels en France. Il s'agit du volume 2.2, les écosystèmes marins et côtiers, que vous allez trouver sur le site UCICN. Bon, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut dire d'autre si l'on voulait résumer? Alors, donc si on veut résumer, on parlait de biodiversité qui pouvait se définir à plusieurs échelles. Bon, d'abord la biodiversité écosystémique et spécifique. La Terre présente une grande variété d'écosystèmes et l'ensemble forme la biosphère, donc la biosphère qui se situe à différents niveaux, niveau local, niveau régional, niveau national ou niveau mondial. En France, on peut par exemple trouver des grands écosystèmes, par exemple on avait parlé de l'écosystème montagneux, du littoral, des forêts, etc. Un écosystème va comprendre évidemment ce que l'on appelle un biotope, donc dans lequel règne un milieu avec des conditions physico-chimiques adaptées, enfin un peu spéciales, et au niveau de ce biotope s'adapte une biocénose, c'est-à-dire toute une communauté d'êtres vivants qui vont participer à une chaîne alimentaire un peu spéciale selon l'écosystème défini. Les paramètres du milieu de vie donc dépendent du climat, donc précipitation, température, luminosité, etc. Donc dépendent des conditions de météorologie aussi. Donc ce sont des phénomènes climatiques entre guillemets qui se déroulent sur de petites distances et à petite échelle de temps. Contrairement au climat, c'est sur de grandes distances et sur de grandes échelles de temps. Par exemple sur une année entière. Bon. Donc la diversité des écosystèmes représente une première échelle de biodiversité. Ça c'est une première chose. Chaque écosystème est habité par un ensemble d'espèces qui sont propres, donc on parlait de biocénose. Par exemple, on ne trouve, donc on avait parlé de marmottes, de chamois, que l'on ne trouve que dans l'écosystème montagneux. Et ensuite, la diversité des espèces dans un écosystème représente une deuxième échelle de biodiversité. Donc deux échelles de biodiversité, la diversité des écosystèmes
et la diversité des espèces dans un écosystème. Voilà, 2 échelles de biodiversité. Voilà, le cours est terminé. Merci.